Salut Lucie. Bonjour, Je suis extrêmement content de te recevoir pour deux raisons. La première, c'est parce que tu es la première femme interviewée sur Bon Pote, il était temps. c'est clair. Et la deuxième, c'est qu'on va parler des banques, et ça c'est une première, donc sachant que c'est un peu mon passé, mon présent et peut-être futur. Je sais que, enfin moi, je sais que c'est ton travail au quotidien, donc je suis très content de recevoir une spécialiste sur le sujet. Avant de rentrer dans les questions, est-ce que tu peux te présenter et rappeler ton parcours un peu à tout le monde? Ça marche. Donc, je m'appelle Lucie, je suis la fondatrice et la directrice d'une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, qui a une petite équipe de 14 personnes aujourd'hui. Et on est affilié à la Fédération des Amis de la Terre France, pour qui j'ai travaillé pendant 4 ans et avec qui je milite depuis une petite dizaine d'années, qui est une association de défense de l'homme et de son environnement. Et c'est avec les Amis de la Terre que j'ai découvert la responsabilité des acteurs financiers dans le dérèglement climatique et la violation des droits humains aux quatre coins de la planète. Donc, les acteurs financiers, c'est aussi bien les acteurs financiers publics, hein, Banque mondiale, Banque européenne d'investissement ou l'agence de crédit aux exportations de la France, mais également les acteurs privés, bien entendu, les grandes banques, les grandes sociétés d'investissement et d'assurance. Et donc, ça fait maintenant presque 8 ans que je travaille sur ce sujet-là. Donc aux Amis de la Terre, puis j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle The Sunrise Project au niveau international, donc je coordonnais une autre campagne d'ONG. On aime bien faire ça entre ONG, on a chacun nos campagnes, puis des fois on se regroupe tous pour être plus forts ensemble et peser sur un type, porter un sujet en commun. Et donc là, moi, je coordonnais une campagne en direction des assureurs et des réassureurs Hmm. pour leur demander d'arrêter d'assurer les projets d'énergie fossile et notamment dans le secteur du charbon. Et donc, ça fait 1 an maintenant que j'ai fondé Reclaim Finance. Ok, les assureurs et assureurs, t'as fait ça après 2008, donc après que Freddie Mac et Freddie Mac. Ok, bon, t'as fait J'ai fait ça. ça bien après parce que j'ai commencé moi à travailler sur la finance en 2011 et vraiment sur la responsabilité des acteurs financiers dans la crise climatique à partir de 2013. Ok. Et pourquoi la finance, d'ailleurs? Pourquoi la finance? Alors c'est toujours un bout de raison, un petit à petit qui nous amène à quelque chose, mais moi j'ai été plus orientée au début grande cause pays du développement, enfin voilà, projet de développement. J'ai fait mes études en Afrique. Quand je suis revenue en France, je m'orientais plus pour repartir en Afrique, bosser pour des ONG de développement, et puis finalement j'ai fait un stage de fin d'études à l'ETEC, que je connais déjà, enfin je connaissais déjà un peu les mouvements sociaux parisiens, mais là j'ai vraiment fait un gros plongeon dedans, contribué à l'organisation des contre-sommets alors que le G8 et le G20 se tenaient en France, et vraiment fait ma grande découverte avec une asso que je connaissais peu auparavant, les Amis de la Terre. Je me suis vraiment reconnue dans le projet politique de cette association, et notamment ils avaient une campagne en direction des grandes banques françaises, et je trouvais ça extrêmement malin de s'attaquer à un problème via le levier financier, également pour des raisons de maths, à savoir on a très peu de temps dans le contexte d'urgence climatique, on a des milliers de projets à arrêter, on a des milliers de projets à fermer, et on n'a pas le temps de s'attaquer à tous ces projets un par un, alors que si on gratte un peu, on se rend compte que c'est toujours les mêmes banques, toujours les mêmes assureurs derrière, et donc ça peut être plus rapide de s'attaquer à la finance. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de travailler pour les Amis de la Terre, et ma bonne étoile a fait que j'ai eu le poste en tant que chargée de campagne finance. Et j'ai eu, voilà, j'ai beaucoup aimé cette campagne, et donc je suis restée sur ce sujet depuis lors. Ok. Bon, je vais faire ta pub un peu parce que tu as reçu il y a quelques mois le prix Goldman. Donc, je tiens à préciser d'abord que le prix Goldman, ça n'a rien à voir avec Goldman Sachs parce que j'ai des amis qui étaient en finance qui m'ont fait la remarque. Non, je vous rassure que c'est pas le cas. Donc, c'est pas du pure greenwashing. Est-ce que tu peux Gigi. revenir sur ce prix et dire comment il est attribué? Alors, c'est un prix de défense de l'environnement, donc il est remis tous les ans à 5 personnes dans le monde, donc une personne par continent. Et il existe depuis, voilà, j'ai pas révisé mes notes, je pense les années 90, le premier ou 89. Et voilà, il récompense 5 personnes qui ont contribué à améliorer un petit peu plus l'état de la planète, ou en tout cas à faire en sorte de ralentir la situation actuelle. Voilà, et puis ces personnes-là, généralement, sont proposées par un jury et par les anciennes personnes qui ont reçu le prix. Donc moi, aujourd'hui, je peux nominer d'autres personnes. Ah, ok, bon, c'est cool ça. C'est bon à savoir, hein. C'est bon à savoir. Euh, on va d'abord faire.
on va parler des banques et on va après citer quelques noms, évidemment. J'aimerais bien avoir une perspective historique que moi, je n'ai pas forcément concernant, on va dire, les négociations climatiques, les négociations autour des banques, parce que, tu l'as dit toi-même, tu as environ 8 ans de recul là-dessus. Est-ce qu'il y a eu, typiquement, quel était l'état en 2012-2013? Est-ce qu'il y a eu un avant-après accord de Paris? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors clairement, moi quand j'ai commencé 2013, déjà c'était presque un non-sujet, hein. On a commencé à se battre sur, peut-être pour dire, le prix Goldman, moi je l'ai eu pour 7 ans de campagne sur les financements et les investissements au secteur du charbon. Donc c'est un secteur qui m'a occupé depuis 2013. Et clairement, quand j'ai commencé à batailler sur ce sujet-là, c'était pas du tout une préoccupation. Déjà, l'état même du climat, enfin, la question climatique était quasiment un non-sujet en 2013 hein, en France, et personne ne savait que le charbon jouait un tel rôle dans la destruction de la planète, et puis également était au-delà du climat, hein, et c'est une plaie pour la santé des populations, hein, c'est 800 000 morts prématurées quand même par an liées à la pollution causée par le charbon. Et l'état de la connaissance ou de la prise de conscience des banques sur la question climatique était quasi nul à ce moment-là. Faut savoir, les Amis de la Terre, ils ont lancé une campagne sur les banques privées en 2005. Et à l'époque, c'était un non-sujet complet. Petit à petit, les banques ont reconnu que, alors oui, elles avaient quand même une responsabilité à faire en sorte d'avoir un plus faible impact sur le climat, mais au début, ça se limitait à changer les ampoules électriques dans les bureaux, hein, donc, ou à mettre des gobelets en carton. Donc, à savoir, ça, c'est 0,01% peut-être de leurs émissions totales, donc c'est vraiment le non-sujet. Enfin, c'est toujours bien de le faire, mais c'est pas là que se situe le cœur de leur métier. Petit à petit, en 2011, ils ont quand même réalisé que, bon, oui, on va arrêter de financer certains projets, donc on va essayer de regarder au moins les normes sociales, environnementales, mais ça reste très mou, très flou. Et donc les premières politiques adoptées par les banques, où ça marque quand même la reconnaissance qu'elles ont, elles peuvent pas dire oui à tout, c'est date de 2011. Pourquoi 2011? C'est 2011 en France, les premières politiques adoptées par les grandes banques françaises sur le secteur de l'armement, du nucléaire, des agrocarburants, du charbon aussi. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'elle commence à se dire, en effet, on va essayer d'encadrer nos financements au secteur d'activité qui sont les plus risqués. Mais à cette époque-là, on avait vraiment des critères qui étaient minimalistes. Sur le charbon, à partir de 2011, les banques françaises ont commencé à dire, par exemple, on va arrêter de financer les centrales du modèle 1960-1970, donc celles qui sont vraiment super polluantes, etc. Par contre, toutes celles qui polluent un tout petit peu moins, bon, ça passe. Qui est-ce qui a commencé, parmi les 4 plus grandes banques françaises, tu te rappelles de... La première banque, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, c'était peut-être Crédit Agricole ou BNP. C'est peut-être Crédit Agricole. Crédit Agricole a été la première banque souvent à adopter les premières politiques sur le charbon, les premières avec des nouvelles étapes. Je sais qu'en tout cas, mon collègue à l'époque, parce que moi j'étais pas là, hein, j'étais encore j'étais pas dans le tableau à l'époque, mais Yann Louvel, qui travaille aujourd'hui avec Reclaim Finance et qui était aux Amis de la Terre à l'époque, avait titré Big Bang. Le Big Bang est arrivé parce que ça faisait un super longtemps que Crédit Agricole disait oui, on va adopter une politique sur le charbon parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème. Ils avaient mis des mois et des mois et des mois à le faire. Et ça, c'est une tendance vraiment qui est restée de la part des banques, de prendre des grandes promesses et puis de mettre 10 plombes à les mettre en place. On pourrait y revenir après, mais c'est vrai que BNP Paribas a eu l'honneur de passer à la télé dernièrement dans l'œil du 20h pour manquement dans l'application de sa politique sur les pétroles et gaz de schiste et les sables bitumineux, politique qui date de 2017 et que sa branche de gestion d'actifs a appliquée en 2020. Je suis vraiment surpris de la part de BNP parce que c'est quand même une banque très verte d'après son responsable RSE sur LinkedIn. Donc je comprends pas ce que tu me dis, mais peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard. C'est la lenteur à appliquer. Mais bon, du coup, voilà. Et puis petit à petit, en 2011, donc on a une prise de conscience. À ce moment-là, on a une prise de conscience, mais il faut quand même pas trop nous chercher non plus. Donc on va pas tout gérer. On va pas surtout accepter notre responsabilité sur tous les services financiers qu'on va fournir. Parce qu'il faut comprendre qu'une banque, ça donne pas juste des financements à une centrale ou à une raffinerie, etc. Ça a plein de services financiers, ça a plein de moyens de soutenir l'économie. Ouais. Et à l'époque, du coup, ils disaient oui sur environ, qu'ils avaient une responsabilité environ sur la moitié de leurs activités. Donc toute l'autre moitié, c'était encore un non-sujet.
Et puis finalement, nous, on n'arrêtait pas de dire, si vous avez une responsabilité, vous avez une responsabilité. Donc à l'époque, il y avait pas mal d'articles là-dessus sur ce débat entre nous qui disions qu'ils devaient nettoyer leur portefeuille là-dessus, qui nous disaient c'est pas de notre responsabilité. Puis aujourd'hui, on a gagné le débat. Aujourd'hui, c'est passé. Au moins, ils reconnaissent qu'il y a peut-être un problème et Tout à fait. Okay, ils sont peut-être responsables. Mais moi j'aime bien cette histoire-là parce que ça montre que pendant des années, ils nous disent, on nous dit qu'on est idéaliste, que c'est impossible, vous y pensez pas. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est plus questionné en fait. Donc ils mettent 10 ans à reconnaître qu'ils sont pas peut-être, mais qu'ils sont responsables et ils vont peut-être mettre 10 ans à agir. Donc en gros, c'est ça l'inertie. Là, tu forces le trait. C'est pas exactement ce que j'ai dit sur ce truc-là, mais l'idée est la bonne. Mais ça veut dire aussi qu'il il faut pas s'arrêter à ce que quelqu'un nous dise c'est pas possible. En fait, les règles ça se change et les pratiques également. Et l'inacceptable, si on met des mots que c'est inacceptable, on fait changer. Et puis bon, ça c'est 2013 on va dire, et les premiers moments où vraiment les banques commencent à dire on arrête de nous-mêmes, on renonce à financer tout un secteur de l'économie. Ça, c'est 2015. Ça, c'est vraiment 2015 où là, il va y avoir une accélération, c'était ta question, avec la COP 21 qui arrivait. Parce que la COP 21 était un énorme sommet, bien entendu, pour ceux qui ne se rappellent pas, organisé fin 2015 à Paris. C'est un peu l'équivalent de ce qui arrive à la fin de l'année à Glasgow, la COP 26, donc un moment super important où les États doivent rehausser leurs engagements en matière de baisse des émissions. Et bien entendu, les banques françaises, vu que c'était à Paris, voulaient y aller, voulaient briller et donc devaient quand même donner des gages de leur ambition en matière climatique et de leur action dans cette cause commune. Et nous, on a fait en sorte, avec plein d'autres partenaires, etc., d'imposer un sujet, d'imposer le fait qu'il n'est pas possible d'aller à la COP en disant juste que vous financez des renouvelables. Ça, c'est pas acceptable. Parce que si vous financez du renouvelable et qu'à côté vous continuez d'augmenter les émissions via des financements des activités qui détruisent le climat en plus de violer et piétiner les droits des populations, vous allez passer juste pour des hypocrites. Et donc on a imposé ce sujet-là et on a bataillé sans relâche pendant un an pour petit à petit obtenir pas mal de choses finalement des banques françaises sur le secteur du charbon, même si ce n'était pas encore suffisant. Les banques ont fait des annonces à ce moment-là. J'ai deux questions. La première, qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils ont réussi à faire un accord de Paris sans que le mot fossile ne soit cité, c'est-à-dire qu'il n'y a ni le mot pétrole, gaz, ni charbon dans l'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oh, ça, c'est pas nouveau, hein. Aujourd'hui, on a une panoplie d'engagements net zéro de la part des gouvernements, des entreprises et des acteurs financiers. Encore la semaine dernière, il y avait une cinquantaine d'acteurs financiers voire plus, qui se réunissaient dans des coalitions net zéro. Donc, ils s'engagent à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Globalement, ils disent tous qu'ils vont être alignés sur une trajectoire 1,5 degré, mais aucun ne parle d'un monde sans fossiles. Et lorsqu'on les interroge, ce qu'on va faire notamment pendant la période des assemblées générales qui s'annonce, qui s'ouvre jeudi avec AXA, ils vont tous nous dire que un monde sans fossiles, c'est pas possible. Oui, ça c'est. Puis il y a le chantage à l'emploi, tout ça on connaît. On va reparler des annonces récentes un petit peu plus tard, mais est-ce qu'à l'époque, les annonces ont été suivies d'actions vraiment concrètes? Donc les actions, il y a eu entre 2015 et 2016, est-ce qu'il y a eu des actions concrètes à ce moment-là? Ou c'était des coups de com', typiquement? Non, il y a eu des actions. Globalement, lorsqu'il y a des politiques précises, des engagements précis qui sont adoptés, ils sont tenus. Alors, on a toujours des cas, il peut y avoir des délais dans l'application au BNP Paribas, mais généralement, ils sont mis en place lorsqu'une banque dit on va arrêter de financer telle entreprise au-dessus de tel pourcentage de chiffre, qui fait plus de 50% de son activité dans le charbon, ou on va arrêter de financer tel type de projet directement. Généralement, ils arrêtent. Nous, on passe beaucoup de temps à faire des recherches financières, à croiser leurs engagements avec la réalité de leur financement pour voir justement repérer la petite erreur. S'il y en a, pour s'assurer que ces politiques sont appliquées. On n'est pas là pour juste tenir le bâton et dire ah ah, on vous a pris la main dans le sac. Mais c'est plus juste pour s'assurer que c'est mis en place et eux, comme ça, ils savent qu'on est là, donc on joue ce rôle de garde-fou. Donc généralement, non, c'est appliqué. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est juste que leurs engagements, s'il y a un engagement qui est appliqué, mais un engagement qui ne vaut pas grand-chose, ça ne vaut pas grand-chose à la fin. Ouais, bon, c'est rien de surprenant. J'allais te poser une question sur le charbon, mais je reprends une question du chat.
Que représentent les investissements des banques françaises dans le secteur du charbon, sachant que 90% du charbon dans le monde est détenu par 8 pays? Alors, c'est pas la même chose. Les banques françaises, c'est le quatrième secteur bancaire le plus gros au monde, donc ils sont actifs partout. Donc, en fait, que le charbon soit dans tel pays, tel pays, tel pays, et là, on parle seulement, je pense que l'auditeur parle seulement des mines, parle pas Ouais. forcément des centrales. Donc, ça importe peu. On a des banques sans frontières. Alors, à part la Chine, où ils n'ont pas trop d'accès, elles sont partie prenante partout dans le monde. Donc ça, non, ça a pas un impact. Par contre, la question est intéressante dans le sens où le charbon, c'est une énorme plaie pour le climat, pour la santé des populations. Mais concrètement, les banques françaises peuvent, comme toute banque hein, ou autre secteur ou acteur financier, peut arrêter de soutenir le charbon et s'en porter très très bien. Parce que c'est une toute petite part dans leur portefeuille. Et c'est bien pour ça aussi qu'on n'aime pas trop les métriques relatives. Ouais. Aujourd'hui, la place de Paris fanfaronne parce qu'ils disent que le charbon est une toute petite part dans le portefeuille de financement ou d'investissement des acteurs financiers français. Oui, en fait, c'était déjà une petite part en 2015, hein, c'est pas un scoop. Par contre, cette petite part-là, elle a un énorme impact sur la planète et clairement, elle menace notre futur. Sachant qu'on parle là que du charbon, hein, mais qu'en vrai, c'est la même chose pour le pétrole, le gaz. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Et il y a encore des banques là aujourd'hui, des nouveaux projets sur le charbon, donc il y en a encore en Chine et d'autres. Mm. Il y a encore des banques françaises qui financent ça? Non, ça c'est fini. Les financements directs, c'est fini. Ok. Les financements indirects pour des entreprises qui développent des nouvelles capacités dans le charbon, ça c'est fini ou en train d'être fini. Par exemple, Société Générale, elle se donne un an de plus jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Ce qui est inadmissible, hein, étant donné que aujourd'hui, on sait depuis 2005, hein, depuis 2015, pardon, que tout nouveau projet est incompatible. Donc en vrai, ces entreprises-là devraient être mises au banc directement. Mais globalement, on peut dire que c'est en voie d'être fini Ok. pour empêcher l'expansion, hein. Là, on parle juste Empêcher. d'aggraver la Oui, bien sûr. situation. On ne parle pas de fermer les milliers d'infrastructures en opération actuellement, ce qui est un énorme boulot, hein, bien entendu. On va en parler du côté technique des loans, etc. Juste après. Ma deuxième question, c'était est-ce que l'AR5, donc le cinquième rapport du GIEC, publié en 2013 et finalisé avec le SPM, etc. en 2014, est-ce que ça a aidé dans les négociations? Est-ce que les banques étaient, j'espère pas, mais est-ce qu'elles étaient un peu climato-sceptiques à dire c'est pas si grave, vous exagérez, nanana? Et est-ce que ce rapport a pesé dans les négociations? Je sais que ça a joué à l'accord de Paris, parce qu'ils s'en sont servis plusieurs fois, mais est-ce que ça a joué, toi, dans ton travail en général? À quel point tu te sers typiquement des rapports du GIEC ou des rapports de l'IPS ou des rapports d'autres? On peut s'en servir, mais vraiment pour planter le décor. C'est pas ça qui fait bouger parce qu'il y a un enjeu de passer à une situation extrêmement macro, extrêmement générale, l'état du climat. Il faut des objectifs de baisse des émissions et les mesures clés en main qu'on va appliquer. Et c'est le problème là de l'opérationnalisation. Aujourd'hui, d'ailleurs, les banques disent tous, main sur le cœur, oui, nous sommes engagés sur la question climatique, mais vous comprenez bien, on n'a pas assez de données, c'est Ah oui, compliqué, on ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, ça met du temps. Et donc, le problème, c'est que les données du rapport, du GIEC sont intéressantes, peuvent être déjà donner un sens de wake-up call, on va dire, pour les personnes qu'on rencontre, parce qu'à la fin, il y a quand même des personnes qui sont convaincues aussi dans les institutions. Hein. Mais ça ne va pas les suffire à les faire pousser à agir sur un secteur d'activité parce qu'elles vont pas devenir du jour au lendemain des experts de tel ou tel secteur. Donc ça, il va falloir batailler sur d'autres champs, même sur le secteur du charbon, où là, il a fallu quand même batailler aussi pour ce que tu demandes si elles étaient climato-sceptiques, non. Mais par contre, il y a plein de personnes qui nous ont répondu le mythe technologique, on va faire du charbon propre. On va faire des centrales à charbon, mais c'est juste qu'elles vont être propres. Alors nous, on leur a répondu qu'elles allaient juste être un peu moins sales, avec des chiffres à l'appui, des rapports à l'appui également, donc là des Nations Unies, mais également de plein de centres de recherche, etc. Deuxième réponse souvent qu'elles vont apporter, c'est oui, mais vous ne pensez pas quand même au développement des pays du Sud. De quel droit leur bien sûr. empêche, voilà. Donc ça, c'est une réponse super commune qu'on a aujourd'hui sur le gaz. Hein. Mais là, également, ça va être des rapports soit par le GIEC, mais pas forcément par le GIEC, mais des rapports plus précis sur ces secteurs d'activité-là, qui vont être très utiles pour leur montrer, preuve à l'appui, que c'est pas vrai, en fait. Aujourd'hui, les grands projets d'infrastructure sont rarement développés pour le bien-être des populations qui n'auraient pas accès à l'électricité.
Ouais. Donc, on va leur montrer, on va utiliser ces choses-là, mais ça va être utile, mais ça va pas suffire à les faire pousser, à les pousser à l'action. Là, il va Ok. falloir aussi utiliser un peu je ne veux pas utiliser du pathos, mais presque. Hein, c'est-à-dire, nous, on a bataillé avec des cas de projets soutenus par Société Générale, le projet AlphaCall, qui était des projets désastreux. Il n'y a rien pour sauver le projet. Donc, plus c'est sale, plus c'est facile pour nous, on va dire. Et bien entendu, on est en lien avec plein de gens dans le monde. Donc, les histoires personnelles permettent aussi de faire prendre conscience, d'humaniser, de politiser un peu la réalité dans ces institutions-là et de leur dire, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire, en fait. Là, il y a des familles qui sont déplacées, leurs moyens de subsistance sont annihilés, on vous fait rencontrer des gens, leurs parents ont tous les deux le cancer. Enfin, voilà, ça, et ça, du coup, peut-être que des fois, ça fait quand même un déclic chez les personnes en face, mais ça ne fait pas la décision de la banque. C'est encore autre chose. Donc ça, pour la décision de la banque, c'est On plutôt va en parler enfin, des différents acteurs avec qui tu... Juste techniquement, est-ce que tu peux nous expliquer comment les banques financent les activités fossiles? Alors, je ne sais pas si c'est différent, si c'est du charbon, du gaz, etc. Mais il y a les loans, le project finance, l'origination, etc. Est-ce que tu peux revenir sur les différentes façons de financer les énergies fossiles? Ouais. Peut-être d'abord, la bonne question, le truc que j'aurais peut-être dû dire dès le début, c'est que nous, on parle pas à la banque BNP qui est au coin de la rue. Enfin, c'est pas la même. Ça, c'est la banque des clients, des Ouais, collectivités pardon, ouais. territoriales, de tout le monde. Hmm. Pas de moi, mais de plein de gens. Et nous, on parle à la banque des multinationales. Donc celle qui est cachée, secteur pour ceux qui habitent à Paris, quartier de l'Opéra. Sinon, vous allez à La Défense pour voir la tour de Société Générale. Vous allez à Montrouge pour voir Cassib, ouais. voilà, On peut citer Cassib. les noms, je pense, hein, c'est pas un problème. Leur siège est public, hein, donc... Oui, voilà, mais oui, de toute façon, c'est public, hein, tout ça. Et du coup, c'est à ces institutions-là qu'on parle, nous, la banque de Total, d'Engie, d'EDF, d'Areva, etc. Après, comment elle finance les énergies fossiles? Elle les finance de trois manières. Enfin, généralement, on va pas parler de la banque d'investissement. Hein, donc, on oublie le mot investissement. C'est pas notre sujet Ok. pour ce soir. Financement de projet, forcément, si vous avez une centrale à charbon devant vous, vous pouvez donner un financement directement à la centrale à charbon, à l'entreprise, mais pour qu'elle finance cette centrale-là. Ça, c'est le financement de projet. C'est pas un non-sujet, surtout pour les banques françaises, qu'elles en font beaucoup. Mais ça reste quand même une toute petite part des financements globaux aux énergies fossiles. Hein, c'est moins de 10%. La réalité, c'est les financements aux entreprises qui sont derrière ces projets. Et là, il y en a deux types. Il y a les financements sur lesquels elles ont reconnu le plus vite leurs responsabilités, à savoir les financements d'entreprise. Donc là, elles font des chèques à Total, par exemple. Et Total va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec. C'est des chèques sans condition, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est d'ailleurs ce que vont utiliser les banques pour dire, bah oui, mais regardez, ils font des renouvelables, donc on n'a pas financé le fossile à côté. Oui, mais bon, Total, c'est quand même 99,7% de fossile, donc en fait, vous avez quand même su financer du fossile, surtout. Et puis, même si c'était que 10% de fossile, en fait, qui se développe, ça y aurait mal donne. Mais bon, du coup, ça, c'est des prêts généraux aux entreprises. Et l'autre moitié, en gros, moitié-moitié, c'est des émissions d'actions et des obligations. Donc les entreprises, elles peuvent demander directement de l'argent à la banque, mais elles peuvent aussi demander à la banque de les aider à émettre des actions et des obligations sur les marchés financiers, que là, les investisseurs, dont pourquoi pas BNP Paribas Asset Management, va acheter sur les marchés. Et ça, c'est super intéressant pour les banques parce qu'elles sont payées à la commission. Et surtout, c'est pas elles qui portent le risque. Donc ça peut être un truc tout pourri, mais elles font juste passer Ouais, c'est l'actif. l'intermédiaire, ouais, on est bien d'accord. C'est un intermédiaire. Donc ça, c'est un moyen très très utilisé par les banques. Et c'est là-dessus qu'on a bataillé, voilà, quand je le disais, entre 2011 et 2013, pour pousser les banques à reconnaître leurs responsabilités là-dessus. Voilà, et puis après, elles font d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, c'est général. Il y a un projet de terminal d'exportation de gaz de schiste, notamment vers l'Europe, qui pourrait arriver en France, qui s'appelle Rio Grande LNG. Engie a renoncé dernièrement à importer du gaz de ce terminal-là. Rio Grande LNG, dans la vallée du Texas, enfin sud du Texas, près de la frontière mexicaine. Là, on est en plein cas de racisme environnemental. Et ce terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié, qui coûtait à l'origine 22 milliards de dollars,
eh ben, il est soutenu par Société Générale. Société Générale, là, pour l'instant, on n'en est pas à la phase de financement. Elle conseille l'entreprise pour construire le dossier et Société Générale va aller taper à la porte de tous les petits copains pour dire hey, vous voulez pas financer le projet avec moi voilà. Et ça, c'est un service financier, c'est un bien service sûr, de c'est le rôle bien conseil. sûr. Et c'est super cool aussi parce que du coup, on est payé à la commission, on a un petit chèque à la fin si le projet est financé et voilà. Donc les banques font plein de choses au-delà de financer un projet d'infrastructure. Ouais, je suis entièrement. J'espère j'ai un ami qui fait ce métier-là, donc j'espère que quand il va écouter, il comprendra que c'est absolument honteux ce qu'il fait. Mais bon, bref, il y a, il y a un rapport. Alors, je ne savais même pas que c'était toi qui le faisais à la base, mais je m'en suis servi tout 2020 et il y en a un nouveau qui vient de sortir en 2021. Donc, celui de 2020 s'appelait, que je ne dis pas de bêtises, Banking on Climate Change, et celui de 2021 s'appelle Banking on Climate Chaos, enfin Chaos. Et c'est une perle. Alors, je sais qu'il est en anglais, je le mettrai en lien de la vidéo et du podcast. C'est une perle ce rapport parce qu'on voit, il y a différents classements, on voit exactement les montants qui ont été alloués selon les banques. Alors, je ne sais pas s'il est en français ou il est que en anglais. Non, on le traduit pas. Alors après, on a des très bons blog posts sur le site de Reclaim Finance qui décryptent la réalité Ok. pour les banques françaises. Tu m'enverras le lien parce que, bon, pour les gens qui parlent au cas où pas anglais, après, il n'y a pas besoin forcément d'être bilingue pour voir le nom de la banque et voir les Et milliards le qu'ils ont chiffre. prêtés. Bon, évidemment, moi, dès que j'ai vu le rapport, je me suis frotté les mains parce que je suis un peu les responsables RSE des 4 plus grandes banques françaises qui, bon, si tu les écoutes, ils vont sauver la planète et tout ça. Et le rapport a mis en exergue, en gros, les 4 plus grandes banques, c'est 186 milliards de données aux fossiles juste pour l'année 2020. Et ils ont réussi l'exploit de donner plus en 2020, alors qu'on, dans une logique de accord de Paris, neutralité carbone, tout là, on devrait baisser. Non, non, les mecs ont réussi à augmenter ce montant, dont BNP Paribas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui est passé à 40 milliards pour la seule année 2020. Et eux, 41. 41. Et ils ont réussi à doubler comparé à l'année 2019. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'était exceptionnel, nous dira BNP Paribas. Ce à quoi on répondra, bah non, parce que vous avez augmenté entre 2019 et 2020, alors qu'en ce moment même où vous disiez relance verte, il faut reconstruire le monde d'après, etc. Mais vous aviez aussi augmenté entre 2018 et 2019 de plus de 70%. Donc en fait, ce qui était exceptionnel, c'est juste une tendance à la hausse. Soyons sincères. Et en effet, c'est extrêmement inquiétant de voir que d'abord, au-delà des banques françaises, de plus on parle climat et plus on finance les énergies fossiles. À la rigueur, maintenant, on a des financements aux énergies fossiles. Certaines banques diraient oui, et notamment BNP Paribas, on finance le monde tel qu'il est. Le monde, c'est du fossile, donc du coup, on a du fossile dans nos portefeuilles. Alors nous, on veut bien croire que l'idée qu'il faut accompagner les entreprises dans la transition, etc. Nous, on achète, mais à une condition, que du coup on mette des conditions au beau chèque et notamment des conditions à arrêter d'aggraver la situation, donc arrêter de développer des nouveaux projets dans les énergies fossiles. Je veux bien croire que Total va pas passer de 99,7% de fossiles à zéro d'un claquement de doigts. Par contre, aujourd'hui, Total, c'est 50% de plus de production d'hydrocarbures entre 2015 et 2030. Voilà, merci Donc de l'avoir Total, rappelé. Voilà. voilà. Donc Total n'est pas du tout en transition. Et ça va être la même chose pour Shell, pour BP, etc. Qui d'après donc justement BNP Paribas s'est justifié en disant c'est exceptionnel, donc c'est pas exceptionnel vu qu'on a montré que ça augmentait déjà l'année d'avant, et a répondu aussi oui, mais nos financements sont à des entreprises qui sont en train d'opérer, et pardon, on discute tout ça en anglais, radical shift. Oui. Une transformation profonde. Et ça nous fait beaucoup rire aussi parce que BNP Paribas nous a envoyé cette lettre-là le même jour où sa branche de gestion d'actifs et 500 autres investisseurs publiaient une évaluation des performances climatiques de ces majors pétrolières et gazières et plein d'autres entreprises. Et globalement, ils ont recalé tout le monde au test en disant tous c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, personne n'a fait le boulot. Et le même jour, BNP nous disait mais regardez, elles ont fait un radical shift. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où les mots n'ont plus trop de sens. Construire une éolienne, c'est un radical shift. C'est un peu ça le problème. Donc ça, c'était l'autre réponse. Et enfin, je crois qu'il y avait une autre réponse clé sur BNP Paribas, c'était le fait que c'était complètement que ces entreprises-là
Non, je ne sais plus ce qu'il nous avait dit. Mais vous pouvez aller regarder, on en a intitulé notre article «L'art de noyer le poisson». Ouais, Voilà. je l'ai vu et sur BNP d'ailleurs. Sur BNP, tout à Je l'ai fait. vu cet article. Tu parlais de risque de réputation. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement? Le risque de réputation, eh bien, c'est un logo, ça coûte de l'argent et la réputation, ça coûte de l'argent tout simplement. Donc nous, on s'attaque pas trop l'argument financier et économique, on l'utilise pas trop. C'est pas parce qu'on parle à des banques, on va leur dire c'est dangereux, il faut arrêter. Parce que des fois, c'est vrai. Le problème, c'est que ça, c'est des analyses très très macro et très long terme et que en vérité, il y a encore plein d'argent à faire sur la destruction de la planète. Donc, ce n'est pas l'argument premier qu'on va utiliser. Par contre, on va s'attaquer à leur image, à leur réputation, qui coûte elle aussi de l'argent, hein, parce que c'est leur capacité à retenir des clients qui, la majorité de la population française veut que son argent soit utilisé pour le développement des territoires, la transition écologique, etc. Donc le jour où ils découvrent notre rapport, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur clic et leur claque et qui vont voir ailleurs. De même, la motivation des salariés. Lorsqu'on est les salariés, encore une fois, je le redis, hein, il y en a plein qui sont convaincus et on n'a pas forcément envie de travailler pour un gros pollueur hypocrite. Surtout lorsque l'employeur nous demande à ses employés de faire des efforts. Ça, on a beaucoup de remontées comme ça. Moi, j'appartiens à une fédération qui s'appelle la Fédération des Amis de la Terre. Donc, on organise beaucoup avec ANV COP21, avec Alternativa, des actions directes, non violentes. Et il y a plein. Vous allez quoi, manifester devant les sièges ou... Généralement plutôt dedans et dans les agences. Ok. Mais vraiment, voilà, partout en France. Et c'est vrai qu'on est non violent et on fait attention à vraiment dialoguer avec le staff, avec les salariés, puis à convaincre en fait les Mais au personnes. siège ou tu parlais d'agence en banque de détail? On fait un peu de tout, hein, on Parce que diversifie. la banque de détail, Jean-Michel qui est au guichet, qu'est-ce que tu veux lui parler des prêts financiers? Il faut aller au siège surtout, non? Non, il faut faire les deux. Parce que Jean-Michel, il peut être pas content, il peut faire remonter la chose au plus haut niveau. Et puis surtout, Jean-Michel, il a son chiffre d'affaires à faire aussi, et donc c'est visible, les clients sont là, donc tout ça, ça participe quand même à nuire un des piliers de pouvoir de la banque, qui est le consentement des personnes qui y travaillent, des personnes qui ont leur compte en banque chez cette banque-là. Et puis ça permet aussi en plus, si on va voir Jean-Michel et puis Jacques et Paul et Marie-Christine dans plein d'autres agences, ça permet aussi d'avoir du média, donc ça joue quand même dans la destruction du vernis autour du logo vert d'une banque. Et donc on passe un certain temps à essayer de les convaincre pour faire remonter le sujet en haut. Je divague, je sais plus ta question du coup. Non, non, mais c'était à la base le risque de réputation. Ah oui, voilà. Et du coup, clairement, ça c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apparaître bon pour garder ses clients, garder son staff content et aussi attirer les nouveaux clients. Aujourd'hui, on le voit, les étudiants des grandes écoles, HEC, etc., Polytechnique, disent tous que, ou manifestent, voilà, ils disent on n'ira pas travailler pour des pollueurs. Euh, Alors ça, c'est un point de discorde qu'on a. Je pense qu'on est à peu près d'accord on est d'accord sur beaucoup de choses, Lucie, mais ça, je suis pas du tout d'accord. Est-ce que tu sais le nombre de candidatures qu'il y a pour être assistant trader sur assistant trader Como, aller faire de l'origination, etc. Ils reçoivent sur les desks, et c'était le cas, tu reçois 1000 CV. Donc, je suis vraiment pas sûr qu'il y ait une prise de conscience. Je sais que tu es optimiste là-dessus, et j'aimerais l'être autant que toi, mais je suis pas aussi optimiste que toi. moi je pense que si. Je pense que ça. Alors forcément, avant que ça se voit dans les chiffres, voilà, hein, mais c'est pareil, hein, on a fait. Des fois, on a reçu des réactions de certaines banques sur très peu d'emails envoyés, puis finalement, ça suffit quand même à dire ouf, c'est un changement par rapport Hmm. à avant. Et puis surtout, il y a peut-être des candidatures qui vont continuer d'arriver, ça c'est sûr, mais les candidatures vont peut-être être de moins bonne qualité, ce genre, voilà, il y a quand même moins de choix. Donc ça peut contribuer demain, en tout cas nous on le sait quand on discute avec les acteurs financiers, alors pas forcément les banques mais d'autres, que c'est une motivation pour eux, c'est Hmm. quelque chose qui leur fait peur. Ça Donc commence en tout cas, mais ouais, ouais.
Ah bah c'est sûr qu'on on est très loin Parce de que ce qu'il c'est faudrait. difficile de dire, tu parlais d'écoles d'ingénieurs, on va dire polytechnique ou même enfin, les écoles, on va dire les top 10, Mm. entre lui dire tu vas aller sauver le monde dans une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, ou tu vas aller sur un desk de front faire des algos et tu vas être payé à ton salaire d'entrée au minimum 5 000 € par mois, la balance pour l'instant, c'est difficile de refuser ça. Et j'en sais quelque chose. Il faut s'asseoir sur l'argent et se dire que tu vas gagner un SMIC ou un SMIC un peu amélioré, c'est très difficile. C'est pour ça que je te dis ça, que je pense pour l'instant, les gens n'ont pas encore compris aussi que gagner beaucoup d'argent était potentiellement, enfin c'est potentiellement à 99% des cas, était un problème. Donc je ne crois pas que ce shift, ce radical shift, Mm. il était encore, bon, encore imprégné. Mais bon, si tu as des bonnes nouvelles, en tout cas, je suis preneur, hein. Ah ouais, je dis pas que j'ai des bonnes nouvelles, hein, comme tu l'as dit, les banques françaises continuent de commenter. Je dis que ça fait partie du risque réputationnel, voilà, de dégratiner le fait qu'ils ont une bonne image et que on peut, chez Total, aujourd'hui, c'est difficile d'être dans une soirée et de dire je travaille chez Total. Bah, voilà. Peut-être qu'un jour, demain, ce sera la même chose pour les banques. Ce que je ne souhaite pas en soi, moi, Ouais. c'est pas mon but de gratiner leur image, mon but, c'est de les faire bouger. Oui, enfin, Voilà. on devrait à peu près avoir tous le même but. Il y a une question dans le chat qui demande comment faire pression sur ces banques au mieux, le cyber-militantisme, traquer leurs comptes de fondation pour ternir leur image. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Ben, il y a ça dépend d'où on parle, mais il y a différents moyens. Nous, généralement, c'est vrai on fait un peu on fait un peu de tout, hein. En tant que particulier, on va Euh, parler de Reclaim après, mais ouais, en tant que particulier. en tant que particulier, ben, c'est vrai que pointer du doigt les incohérences entre ce que peut faire une fondation et la réalité des pratiques, c'est pas mal. J'ai cet exemple en tête, c'est pas une banque, mais c'est AXA qui a récemment communiqué sur leur fondation et leur projet de climate school, notamment tout autour de l'Arctique. Bon, bah, c'est super sympa, mais lorsqu'on est en train de financer des forages en Arctique, on pourrait réfléchir à deux fois avant de faire ça. Et je sais que BNP l'avait vraiment fait pas mal aussi en 2013. Moi, quand j'ai commencé, j'utilisais pas mal les pubs de BNP sur l'Arctique, justement pour pointer du doigt les incohérences. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Je pense que sur les réseaux sociaux aussi, c'est vraiment important d'agir là-dessus pour interpeller les personnes qui travaillent dans ces organisations. Et puis, et surtout les responsables, hein, enfin les PDG, hein, pas, à la fin de la journée, il y a des PDG qui prennent des décisions. Donc c'est là où que se trouve la responsabilité. Et puis, bah forcément aussi participer à toutes les actions de désobéissance civile ou autres, ou désobéissance civile ou les actions en ligne, hein. Des fois, les bonnes vieilles pétitions, ça marche aussi. Voilà, donc soutenir ce que font les assos qui travaillent sur ces sujets-là. Et après, pour tout autre usage de l'informatique, ça, on peut en parler, mais peut-être pas ici. Ok, pardon. On passe le bonjour à nos amis de AXA Climate School qui m'ont contacté. Je pense que le message est reçu. Je rejoins les propos de Lucie là-dessus. J'avais une question, je crois que je te l'avais déjà posée en off, mais avec qui tu travailles directement dans les banques? Alors nous, on rencontre généralement les services RSE. Donc c'est les placards au fond du couloir. Non, je rigole. C'était un peu ça là, il y a 10 ans. C'est de moins en moins le cas. Hmm. Parce que c'est quand même des services faut bien comprendre qu'on parle d'institutions qui ne sont pas des blocs monolithiques, hein. Donc en vérité, ça se bataille dans tous les sens. Il y a des conflits d'intérêts et puis même aussi, il y a des tendances contradictoires. Donc il y a, je sais que ça va te faire marrer, mais il y a vraiment des personnes qui sont en train de pousser pour un changement. Alors, c'est peut-être pas le même changement que celui auquel on aimerait voir, mais il y a quand même cette dynamique-là d'infusion de la question climatique à tous les niveaux des institutions, ce qui font que ces services ils deviennent de plus en plus puissants quand même. Ils sont intégrés des fois aux chaînes de direction, etc. Tout en restant quand même ceux en charge de surveiller des gens comme moi. Parce que ces services RSE, donc responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, ils sont souvent intégrés quand même au service communication. Donc déjà, ça en dit long sur la volonté de la banque de faire des choses sur ces sujets-là.
et aux services publics affaires, etc. Et ils ont des exercices aussi, hein. En tout cas, c'était ça à l'époque, de gestion de crise. Attention, une ONG sort un rapport, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Ce genre c'est de choses. très important de le rappeler parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, dès qu'il y a un scandale, Cash Investigation avait parlé typiquement de problèmes et d'inégalités des salaires hommes-femmes chez Natixis. Le lendemain, il y avait un mail qui est parti dans toute la boîte pour dire non, attention, c'est faux, elle exagère, Elise Lucet, etc. Donc, il faut savoir, et enfin tout le monde devrait le savoir, qu'il y a des gestions de crise qui payent des boîtes parfois externes pour gérer la crise pour eux. Donc à chaque fois qu'il y a un scandale qui sort dans une banque, c'est récupéré et ils noient le poisson instantanément et au bout de 5 jours, on n'en pleure plus. Mm. C'est très très important de le savoir. Société Générale avait fait un truc extra après, alors c'était pas la République des pollueurs, c'était un peu plus tôt, je crois, une grosse action des Amis de la Terre contre ce projet de terminal d'exportation de gaz de schiste et ils ont payé toute une campagne de communication avec tous leurs chiffres et tout. Et c'est vraiment, ils étaient au taquet, on avait annoncé la date à l'avance, donc le jour de l'action, ils ont tout envoyé. Et voilà, ça c'est géré par le service com et gestion de crise. Attention, on va être attaqué, donc on va répondre. Donc bref, ces gens-là, ils sont censés faire les deux. Faire bouger les sujets et en même temps faire en sorte qu'on n'en dise pas trop publiquement. Ouais, moins on parle d'eux, mieux c'est, donc j'ai à peu près compris le principe. Ouais. Voilà. Et des fois, on rencontre aussi les analystes, ça dépend. Et de temps en temps, on rencontre les PDG. Alors, moi, j'ai deux questions là-dessus. Je pense que, enfin, pourquoi vous rencontrez pas plus les personnes du métier, ceux qui font de la project finance, des loans, etc., ou des gens du front office, plutôt que des gens qui font de la com au final? Alors, pour plusieurs raisons, des fois c'est verrouillé déjà. On a certaines banques qui verrouillent vachement les relations, hein. Vos interlocuteurs, c'est eux, et vraiment, hein, si on risque de passer par ailleurs, on se fait remonter les bretelles. Deux, parce qu'on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps dans deux sens. Un, on n'a pas le temps d'identifier les personnes à qui il faut pas parler. Parce Ok. que les métiers, ils sont très très diffus, les métiers. Donc là, on va le faire, mais on va le faire sur LinkedIn, on Bon, va le c'est faire, pas, voilà. si tu as un peu de contact des gens dans les banques, c'est pas si difficile. On en reparlera en off, mais. Ouais, mais il y a ce point-là. Donc ça peut se faire, notamment lorsqu'on organise des réunions un peu de travail, plus sur des sujets plus techniques. Où là, il y a des personnes qui viennent qui sont en charge de tel ou tel métier ou sur tel ou tel dossier, tel ou tel projet ou tel secteur. Bon, bah là, en effet, on va rencontrer les personnes en charge de tel métier. Mais les métiers, c'est des métiers ultra spécialisés. Donc ça dépend, du coup, ça va pas être les mêmes personnes pour chaque Ouais, bien sûr. discussion. Donc en vérité, c'est quand même plus facile de passer par la RSE, de leur demander les métiers à qui qui doivent être présents le jour de la discussion. Voilà, ce genre de. Et Et puis surtout, pardon, dis-moi. non, et puis surtout, enfin, nous on est une équipe de 14, donc 14 c'est beaucoup, mais on travaille pas que sur les banques françaises, hein. Ça faisait partie de mes questions. Le rapport marche sur toutes les banques, mais est-ce que ça a plus d'influence sur les banques au UK? Je pense à HSBC entre autres, sur qui il y aurait beaucoup à dire. Est-ce que les banques françaises, c'est quoi l'impact du rapport que tu as sorti sur les banques là? Est-ce elles ont un peu tremblé? Elles se disent bon, tous les ans on prend un petit taquet et ça dure une semaine et après tout le monde se calme. C'est quoi l'effet? Alors, l'effet va être différent selon certains pays. C'est sûr que les banques françaises, ça fait assez mal lorsque elles communiquent beaucoup sur le climat et on montre que les chiffres montrent totalement l'inverse. Là, c'est sûr que ça te fait très mal. Par exemple, une banque comme Crédit Suisse, je pense que Crédit Suisse, ça lui passe au-dessus, hein, ce rapport. Enfin, Hmm. voilà, Crédit Suisse s'en fout. Comme toutes les Euh, banques suisses d'ailleurs. voilà. Bon, Hmm. Crédit Suisse est particulièrement gratiné, je trouve. Mais oui, UBS ne serait pas UBS, oui, oui. forcément mieux. Donc en France, ça a un vrai impact. Il y a tout le temps une réaction. Non, non, là, il y a vraiment une guerre de communication qui se met en place, euh, avec également des impacts sur les médias, ça c'est certain. Ok. Et Et ça, c'est pas seulement ce rapport, hein, c'est également les rapports autour du Climate Finance ouais. Day qui est organisé tous les ans en France, où les ONG ont tendance à publier des rapports à ce moment-là parce que pour pas laisser juste l'événement se passer et faire oublier la réalité des financements des activités des acteurs financiers qui vont pendant un jour multiplier les exercices de communication pour montrer qu'ils font tout bien. Bien sûr. Donc pour donner, voilà, pour mettre un peu
rebalancer un peu, il y a des rapports d'ONG avant, et là forcément il y a guerre de communication avec soutien de la Fédération française des banques. Voilà, les fédérations montent au créneau pour sauver leurs soldats. C'est normal, et tout le monde est vert, tout le monde est gentil, etc. Non, la place de Paris est la plus verte au monde. Bien. Bon. Oui, bien sûr. Avec quelle banque tu as le plus de facilité à travailler, et de l'autre côté, quelle banque est la moins transparente? Alors, banque la moins Est-ce que tu transparente, peux le dire? c'est très facile. Oh, bah oui. La banque la plus difficile avec qui travailler, c'est Société Générale, clairement. Pour plein de raisons, hein, mais la première, c'est peut-être parce que le PDG lui-même fait même pas semblant sur le climat, il s'en fout. C'est un non-sujet. Tu le sais, la SOG a beaucoup de business avec la Russie. Et Ah oui, est-ce non, que mais ça joue, ça? Est-ce que tu penses que ça joue? ça joue en tout cas sur le fait qu'ils viennent de refaire un prêt à EPH, parce qu'ils sont pas seulement en Russie, mais tout Europe de l'Est. Donc là, clairement, on a alors c'est pas une violation de la politique charbon, mais c'est vraiment la politique charbon et prendre les gens pour des abrutis. On écrit sortie du charbon dans tous les sens, et puis finalement, on applique la politique à des niveaux de filiales ou au niveau des groupes. Enfin, c'est des sujets compliqués, c'est pas un groupe à chaque fois, mais c'est des groupes et des filiales. Et donc là, la Société Générale joue sur les mots pour ne pas appliquer sa politique et continue à financer l'entreprise qui rachète tous les actifs charbonnés d'Europe. Donc ça a un impact clairement sur ça. La politique de Société Générale est pas bonne sur le charbon, sur le niveau d'application, c'est parce qu'ils ont des bonnes relations en effet avec l'Europe de l'Est, avec les sociétés minières russes aussi, ça c'est évident. Mais après, c'est certain que c'est plus difficile de travailler avec les équipes parce que, sans donner mon avis sur les équipes elles-mêmes, de toute manière, les équipes n'ont pas de poids à l'intérieur de Société Générale parce que de toute manière, le climat est un non-sujet. Donc c'est plus facile dans les banques, au moins, plus on fait semblant et plus on y croit nous-mêmes, donc plus on... Ok, voilà. donc C'est quand même Société vertueux le Générale, greenwashing aussi. mauvais élève pardon, du climat, quoi, selon toi, au moins pour les relations et les relations qu'elles entretiennent avec les ONG. Ouais. Ok, et le meilleur élève? Le meilleur élève, là ça dépend, parce qu'après c'est vrai que ça dépend aussi de la taille des banques. Donc si on veut rester vraiment sur les top 3, pour être un peu fair, enfin juste, voilà. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale sont les 3 plus gros financeurs des énergies fossiles. Là, les deux sont à peu près au même niveau. Hein. Ok. Les deux Ouais, autres. c'est difficile, on va dire, c'est pas le moins pire élève, c'est plutôt comme ça que je devrais les appeler que les bons élèves, j'imagine. Non, mais là, ça veut rien dire, en plus que c'est la relation de. On peut travailler. Moi, généralement, j'entretiens des bonnes relations Oui, avec tu les peux avoir personnes des avec qui bonnes je travaille. relations, mais en attendant, ils prêtent 40 milliards. L'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, tout à fait. Mais du coup, ça n'empêche pas. Voilà, on peut travailler, ne pas être d'accord, mais on peut quand même travailler. Mais à la fin de la journée, on n'est pas d'accord. Non, bien sûr. Bon, tu peux serrer la main à quelqu'un et recompter tes doigts après. Hein, tu peux tout faire. Hein. J'ai vu Emmanuel Macron qui a tweeté, j'ai pas pu me retenir de lui mettre un taquet sur Twitter il y a 3 ou 4 jours, et il a dit, j'ai le tweet là en fait sur le côté, le nerf de la guerre c'est la finance, avec elle, pour protéger notre planète, nous pouvons changer la donne, c'est du concret à travers les initiatives que nous avons engagées. Bon, je vais me retenir de rire. Quel rôle joue l'État français, on va dire, depuis que Macron est arrivé au pouvoir en 2017? Est-ce que tu as senti de la part de Bercy, donc avec Bruno Le Maire et de Macron, un changement, un radical shift de l'État? Est-ce qu'ils mettent un peu la pression aux banques ou pas du tout? Est-ce que ça va changer avant 2022? Là, il reste un an avant l'élection. Est-ce que... Alors, en combien de points D'abord, il faut peut-être remettre dans le contexte. Notre président de la République est le champion de la Terre et ambassadeur Nations Unies sur la finance et le climat. Donc, c'est un peu son rôle de parler sur la finance et le climat. Par contre, l'État français, d'abord lui-même, avant de parler des acteurs privés, l'État français fournit des garanties à l'export, donc pour des nouveaux projets d'énergie fossile à travers son agence de crédit aux exportations. Le Royaume-Uni, et aujourd'hui même le gouvernement de Biden dit vouloir arrêter les subventions au développement de nouveaux projets dans les énergies fossiles à l'étranger. Eh bien, l'État français, lui, est très content, en tout cas se dit vouloir les maintenir jusqu'en 2035 pour le secteur gazier. Ça veut dire que jusqu'en 2035, l'État français pourrait continuer à garantir
des projets comme Mozambique De LNG, nouveaux projets, on est bien d'accord. de nouveaux projets, voilà. Mais là, voilà, dans les derniers, dans les cas qui ont été Oui, soutenus, j'ai il y a vu des ça. projets terminaux de gaz naturel liquéfié au Mozambique. Donc ça joue un rôle dans la déstabilisation profonde du pays. Aujourd'hui, le pays est en voie de basculer en guerre civile. Vous avez des projets comme Yamal LNG de Total en Arctique. Voilà, vous avez plein de petits projets comme ça. Et donc, le gouvernement français, le président Macron, a pris une décision de maintenir ses soutiens pour des projets gaziers potentiellement jusqu'en 2035. Voilà. Donc là, déjà, on voit sur le côté public, c'est pas très cohérent avec le fait que depuis 2009, les États, la France, en tant que membre du G20, tous les ans fait une déclaration au G20 pour dire qu'il faut arrêter les subventions publiques aux énergies fossiles. Maintenant, sur la régulation des acteurs financiers privés, outre le fait que, bien entendu, la France est complètement opposée aux propositions d'Oxfam sur la taxe sur les transactions financières, que tous les ans, ils retoquent, et encore sur la loi climat qui vient d'être passée, les propositions pour juste faire plus de transparence sur les activités bancaires et leur soutien aux énergies fossiles. Ça, vous pouvez essayer. Tous les ans, les amendements, ils sont retoqués. On essaye tous les ans avec le projet de loi des finances. Au-delà de ça, ça en déjà dit long sur le fait qu'il n'y a pas de volonté de réguler les acteurs français. Même si le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, répète depuis 3 ans au Climate Finance Day que la finance sera verte ou ne sera pas, et multiplie les annonces en direction des acteurs financiers. En 2018, c'était super intéressant. On a dégoté, Amis de la Terre et Oxfam, la une du Monde sur les banques françaises financent les énergies fossiles, la veille de la grande fête de la finance verte organisée à Paris, où il y avait tous les acteurs internationaux. Et ça a valu aux financiers qui étaient là d'être d'être disputé par Brune Poisson qui n'était pas contente du tout, et également Bruno Le Maire qui a dit que c'était inadmissible, que les banques avaient menti. Ça fait depuis 2015, on nous dit que vous êtes sortis du charbon, c'est Évidemment, pas vrai. Bruno Le Maire surpris qu'il n'était pas au courant. Ah ouais, il n'était pas du tout. Et Brune Poire. Et non, parce que nous, les mails, ils tombent tout le temps dans les spams. Et donc, du coup, ce jour-là, il s'est senti quand même obligé de réagir. C'était en disant, on demande aux acteurs financiers d'arrêter de soutenir le secteur du charbon. Et là, il y a une petite phrase qui a échappé de sa bouche. Alors, soit c'était voulu à la Ségolène Royal, soit c'était pas voulu à la Bruno Le Maire. On ne saura pas, mais il a dit, si vous n'arrêtez pas, on le rendra obligatoire. Ça, c'était intéressant. On le rendra obligatoire. Première fois que l'État français dit potentiellement on va réguler pour interdire une pratique par les banques françaises et les autres acteurs financiers. Donc, bien entendu, la semaine d'après, on était à Bercy, nous, ONG, pour dire c'est bien ça. Vous allez le faire, il faut le faire, etc. Bon, dans l'ascenseur, on a croisé la FBF. Donc, c'est sûr qu'on n'allait pas être les seuls à demander à Bercy de tenir ses promesses, et qu'on a certainement eu moins de rendez-vous avec Bercy que les fédérations des acteurs financiers. Et ça a accouché d'une souris, puisque finalement, Bruno Le Maire a refilé la patate chaude aux fédérations qui, 6 mois plus tard, ont fait leur déclaration. Les fédérations professionnelles ont appelé leurs membres à adopter des politiques de sortie. Donc, c'est plus le maire qui demande aux acteurs financiers, mais c'est les fédérations qui demandent aux acteurs financiers. Donc, on comprend que pendant tout ce temps, en fait, on est juste en train de perdre du temps, alors qu'on est dans un contexte d'urgence climatique. Finalement, il y a quand même pas mal d'acteurs financiers qui ont joué le jeu. Donc, c'est bien. Mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas joué le jeu ou qui n'ont pas répondu au cahier des charges. Et Bruno Le Maire le dit, il l'a redit, il l'a reconnu au dernier Climate Finance Day. Mais aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas qui n'ont pas donné suite, il n'y a absolument pas l'ombre d'une sanction. Ok. Bon, donc ça, voilà. Et aujourd'hui, on est toujours du coup dans les mesures volontaires. Il y a eu des nouvelles demandes aux acteurs financiers d'adopter des politiques sur les pétroles et le gaz, de sortir des pétroles et gaz non conventionnels, mais il n'y aura pas de sanctions. Ouais, c'est des politiques volontaires, donc c'est comme dire à Jérôme Kerviel, on te fait confiance, voilà, sois sage s'il te plaît. Il y a des questions là dans le chat, on verra ça un petit peu plus tard, en toute fin d'interview sur les banques et que faire de notre épargne et les banques. J'ai quelques questions pour Lucie évidemment. Tu as évoqué la taxe financière. Est-ce que
Alors, quel est ton point de vue? Moi, je sais pourquoi ça va jamais passer, en tout cas en l'état, et pas tout de suite. En tout cas, j'ai vu Pierre Laroutourou que je soutiens en tout cas moralement, mais qui va faire une grève de la faim pour essayer d'alerter sur le sujet. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, mais qui n'ont pas le recul sur le monde de la finance, parce que sinon vous ne seriez pas aussi enthousiaste. Évidemment que ça fait sens de taxer enfin, voilà, les transactions financières, mais quel est ton point de vue là-dessus? Selon moi, ça ne va pas passer, en tout cas pas à court terme, et ça mettra du temps, etc. Mais je veux bien entendre ton point de vue là-dessus. Bah, déjà, ça dépend à quel niveau. C'est vrai. Ça peut être au niveau français, ça peut être au niveau européen, ça peut être au niveau des 27, ça peut être au niveau d'un petit groupe de membres de pays européens qui décideraient ensemble d'y aller. Et ça, ce serait une position intéressante. Je précise que ce n'est pas du tout mon dossier. Reclaim Finance ne travaille pas là-dessus, donc je ne suis pas au vent de tous les dernières actualités. Mais clairement, on a un dossier sur lequel la France joue double jeu en bloquant les avancées au niveau français et en poussant pour une décision au niveau européen à 27, sachant qu'on sait très bien que ça n'arrivera jamais et qu'il serait beaucoup plus intéressant d'acter une mesure beaucoup plus ambitieuse que ce qui serait possible à 27 et qui serait possible maintenant avec le petit groupe d'États qui veulent le faire au niveau de l'Union européenne. Et bien entendu, comme tout, comme la même, enfin, pour prendre un parallèle avec, j'en sais rien, la taxation sur les SUV ou ce genre de choses, tout le détail, qui est plus un détail, hein, c'est le niveau de la taxation. Si on veut vraiment dissuader un type de pratique, il faut vraiment voilà, donner la taxer à partir d'un certain niveau. Et aujourd'hui, malheureusement, on risque d'avoir des mesurettes où on change un petit peu d'un dixième le niveau de la taxe sans aucun impact du coup sur les pratiques. Ouais, bon, je te rejoins entièrement. Tu suis un peu les marchés financiers ou c'est pas du tout, ou t'as pas le temps déjà? Non, c'est pas. Alors, j'ai pas du tout le temps. Ce serait chouette qu'on puisse travailler là-dessus, parce que forcément, ça a quand même un impact sur nos sujets, hein. Aujourd'hui, tu vas me dire que ça n'a rien à voir. Tu fais fausse route. On travaille sur la finance on commence de plus en plus à travailler sur la finance des dérivés, la finance passive, parce que c'est un type de finance qui se développe de plus en plus et sur lequel aujourd'hui toutes les belles pratiques qu'on peut adopter sur la finance plus régulière ne sont pas du tout appliquées là Oui, bah, tout ce qui sur sort ce de type de... MIFID. Oui, oui, bon, c'est technique, mais oui, évidemment, tout ce qui est moins c'est transparent et plus ça peut se faire en off, alors que normalement, il y a eu MIFID 2 pour sortir de ça. Bah, évidemment, les banques agissent enfin, là où ça passe sous le radar, c'est une évidence. Mais, ouais. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on laisse ça à Finance Watch. Oui, qui fait du bon boulot d'ailleurs. Voilà. J'ai deux questions que j'ai vues dans le chat et que je prépare un article sur les néobanques. Donc j'aimerais d'abord savoir ce que tu penses un peu des fonds verts. Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler sur les fonds verts? Parce que les banques proposent des fonds verts. C'est l'asset management. Hein. Sustainable, planète, sauver le monde. Oui, oui. D'accord. Est-ce que déjà c'est possible d'avoir un fonds vert et jusqu'à quel point ça peut être vert? Bah, sachant que c'est des marchés quand même, c'est des fonds qui investissent sur les marchés des enfin, du voilà, 440, etc. C'est difficilement, en tout cas, c'est pas éthique. Vert, ça peut poser la question. Mais non, ça l'est rarement parce que l'approche qui domine en France est une approche qu'on appelle best in class, où finalement on va prendre le marché tel qu'il est aujourd'hui sur un sujet, par exemple les énergies fossiles. Et puis vous allez enlever les 20% les entreprises qui sont dans les 20% qui polluent le plus. Ça ne veut pas dire que les 60% ne polluent pas, hein, ça veut juste dire qu'elles sont un peu moins sales. Donc voilà, globalement, l'approche qui est suivie dans tous ces fonds qui sont étiquetés, auto-étiquetés de manière voilà, verte ou durable. Et malheureusement, non, il n'y a absolument aucune garantie derrière de la qualité de cette étiquette. Et même, on a fait une étude en fait à Reclaim Finance sur les produits commercialisés en France, en tout cas une grande quantité sur lesquels on avait accès à la donnée. Et on s'est rendu compte que même les fonds labellisés ISR, suivait la même approche et le label est plus donné pour valider l'approche de construction du portefeuille que sur le contenu du portefeuille. Ouais, bien sûr. Et du coup, on se rend compte que même là, il n'y a pas de garantie que l'argent n'aille pas dans une entreprise
qui, alors pas forcément à des taux incroyables, mais il peut y avoir des entreprises à plus de 50% dans ces fonds qui sont dans les énergies fossiles, développent des nouveaux projets d'énergie fossile, de l'armement, qui sont liés à des violations de droits de l'homme ou à des énormes controverses, etc. Bah, il y a un Vous allez gros avoir enjeu. Ouais, il y a un gros enjeu autour des labels, entre autres, il y a entre autres Griffin, label ISR, les labels Griffin, etc. Je sais que c'est la taxonomie aujourd'hui, enfin en gros il y a 2% des stocks du CAC 40 et du SBS 120, etc. qui est labellisé green. Et l'enjeu en fait des 10 prochaines années, ça va être que ces entreprises soient labellisées green et pour les portefeuilles des gérants, etc. Donc tout le monde va devenir vert, même sans changer son activité. Mais je sens bien que tout le monde va devenir vert. Voilà, il y a un enjeu en fait, parce que c'est vrai que le label Greenfin est bien, hein, bah, c'est tout petit. Si on avait une taxonomie qui était vraiment une taxonomie, bah, si elle était pourrait appliquer à 100% des fonds, ça resterait une toute petite part. Donc l'enjeu, c'est comment on emmène les entreprises qui sont dans les secteurs carbonés, comment on les pousse à se transformer. Et c'est pour ça aujourd'hui, en réponse à tous les débats autour des green bonds, c'est pas suffisant. On a inventé plein d'autres obligations, obligations de transition, obligations climat, obligations de sustainability, qui est liée à des objectifs de transformation au niveau des entreprises. Et en soi, c'est une bonne idée. Enfin, nous, on aime bien cette idée-là de dire, bon, bah, en fait, vous allez... votre présence dans tel ou tel fonds est liée à l'atteinte d'objectifs de transformation. Sur le papier, ça sonne pas mal. Mais j'ai une collègue qui dit c'est pas parce qu'il y a des paillettes que c'est de l'or. Mais j'adore cette expression. Et c'est exactement ça. Parce que en fait, tout dépend encore pareil des critères. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, Total nous dit que il va financer sa stratégie climat en émettant une obligation dite climat. Et ça sonne super, etc. Oui, mais la stratégie climat elle est toute pourrie, c'est 50% d'augmentation de l'hydrocarbure. Donc il n'y a que de climat que le nom. Par contre, on pourrait se dire qu'on va construire des fonds et on va mettre le mot climat dessus, dans lequel les entreprises qui seraient là seraient, par exemple, une mesure toute simple, serait de dire bon, bah, le budget carbone n'autorise pas la construction, le développement de nouvelles réserves d'énergie fossile. Donc, pour faire partir du fonds, si vous êtes une entreprise pétrolière et gazière, il faut un engagement à caper votre production et ne plus développer de nouvelles réserves. Et là, why not? Vous pouvez être dans le fond. Puis l'année d'après, ce sera le critère pour rester dans le fond sera Ce qui n'est pas il encore le faut cas, mais ce serait bien, fermer ouais. les voilà. Bah, ce serait énorme comme truc. Ce serait une énorme transformation parce qu'aujourd'hui on est juste sur ce que vous avez pris un engagement à l'horizon 2050. Ah bah c'est bien. Mais tu as répondu un tout petit peu tout à l'heure, mais je vais te poser la question plus clairement. La semaine dernière, il y a BNP, SG, alors peut-être d'autres banques, mais en tout cas, il y a au minimum 39 banques en Europe qui ont annoncé qu'elles allaient viser la neutralité carbone et atteindre donc la neutralité carbone. Qu'est-ce que tu penses de ces annonces? Bah c'est une annonce de plus. Ça fait joli dans les médias, ça occupe, on montre qu'on agit. C'est une distraction. Bon, alors, sans le débat sur est-ce que c'est logique pour un établissement financier de revendiquer la neutralité carbone à terme pour lui, euh, sans rentrer dans ce débat-là, qui est un débat technique de méthodologie, on pourrait se dire au moins c'est une reconnaissance que le monde doit aller vers la neutralité carbone. Et voilà. Bon, maintenant, là, ils ont dit autre chose parce que généralement, dans ces alliances-là, donc il y a une alliance pour les banques, il y en a une pour les assets, pour les détenteurs d'actifs, une pour les gestionnaires d'actifs et une pour les assureurs. Ils sont tous engagés dans des Net Zero Alliance. Ils disent un horizon, une trajectoire 1,5 degré. Parce qu'on peut atteindre la neutralité carbone et se mettre au travail en 2040. Donc, en fait, on sera déjà sur des trajectoires de réchauffement bien supérieures. Le problème, c'est qu'ils ne nous disent pas comment ils vont y arriver. Or, aujourd'hui, ils sont tous en train de faire du business as usual, voire de l'aggravation de la question climatique. Et donc, en fait, ils sont tous en train de jouer le remake de Alice au pays des merveilles, où on développerait beaucoup de technologies pour capter toutes les émissions qu'on aura émises entre maintenant et 2049. Donc c'est sûr que ça marche pas en fait. Techniquement ça marche pas, économiquement ça marche pas, technologiquement ça ne marche pas non plus, et durablement ça ne marche pas parce que au bout d'un moment, si vous voulez capter en plantant des arbres ou autre, outre le fait que des plantations ça capte pas beaucoup parce qu'il faut beaucoup de temps, Ouais. et ben vous déglinguez les droits des populations qui habitent sur les territoires, la souveraineté alimentaire, voilà. Mais du coup, c'est ça le problème. C'est le problème de temporalité et le problème de distraction. En fait, on fait signe qu'on agit, qu'on prend un grand engagement, mais sur le court terme, on continue exactement Moi, comme. ce qui m'inquiète, c'est la lucidité de tes propos, qui sont justes,
est sourcée. Et de l'autre côté, c'est le bullshit et la communication des banques, notamment sur LinkedIn, et de tous les employés qui viennent commenter. Je vais prendre Antoine Cyr en exemple de BNP qui dit voilà, la BNP, la banque. Il a quand même réussi à faire un post sur les vélos. On a investi 50 000 euros ou quelque chose comme ça pour que nos employés se déplacent en vélo. Mais tu viens de prêter 40 milliards aux fossiles. Qu'est-ce que tu me racontes? Et tu as plein d'employés en dessous. Oh, Antoine, wonderful. Vraiment, Antoine, c'est incroyable. Antoine, you're the best, etc. Bon, évidemment, quand je vais regarder les profils, ils travaillent tous chez BNP. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Est-ce qu'ils se moquent du monde? Est-ce que c'est pour des promotions? Est-ce qu'ils veulent pas perdre leur boulot? Ou ils sont complètement cons? On- C'est à quel niveau, selon toi? Je pense qu'il y a un peu de tout parce que en soi, et je pense que BNP, c'est pour revenir à la question tout à l'heure sur les fondations, BNP fait des trucs géniaux. Mais vraiment, quand on lit les rapports de BNP, on se dit, mais c'est, enfin vraiment, ils financent plein de trucs, projets sociaux, Bien sûr. sur l'immigration, sur les droits des transgenres. Enfin, ils financent des trucs, tu te dis, mais vous avez complètement compris le monde dans lequel enfin, aujourd'hui, vous répondez à plein de trucs, mais alors, enfin, c'est en effet du greenwashing. Enfin, c'est Ouais, pas c'est ça, là-dessus quoi. en fait, c'est pas là-dessus qu'on vous attend. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est juste, c'est pas le sujet. Quand on est une banque, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que vous arrêtiez, que vous nettoyiez vos financements. Voilà. Et je pense que ces personnes-là qui partagent plein de trucs, bon, bah, il y a un côté, en fait, c'est chouette quand même, donc on le partage. Euh, et en même temps, bah oui, c'est leur boulot. Hein. Enfin, Antoine Cyr, sans rentrer sur le personnage, à la fin, c'est comme tous les cadres de RSE, c'est une personne dont la responsabilité, c'est de mettre en avant ce que fait la banque. Hmm. Donc, qu'il soit convaincu ou pas convaincu, à la fin, c'est son boulot. Ah, c'est Et son après, boulot et il est payé pour, et il est visiblement, il payé le pour fait faire bien. ça. Moi, je me demande toujours humainement comment le mec arrive chez lui et il est en train de se laver les dents le soir et tout ça, et il se regarde, il fait putain, j'ai bien bossé, j'ai bien agi pour la planète, j'ai bien agi pour le. En fait, je me demande comment humainement le type fait, quoi. Mais bon, après, c'est moi personnellement. Je pourrais lui parler à ce type-là. Hein, enfin, là, j'ai plutôt envie de l'insulter à chaque poste, mais j'aimerais échanger avec lui. Qu'il me dise bon, bah non, je suis fier de ce que je fais. Je donne mon maximum pour la planète et pour le reste. Voilà, je sais pas. C'est pas forcément. Moi, c'est pas des questions forcément qui me. Ça m'intéresse sur quand je les rencontre, etc. Après, c'est structurellement, c'est pas forcément des questions qui m'intéressent. Maintenant, c'est sachant ça, il y a plein de personnes qui travaillent dans les banques, c'est comment en fait Ah, bien moi mon sûr, boulot après. à la fin c'est de faire en sorte que les Ah, institutions bougent. Donc après c'est sûr que moi j'irai pas travailler chez une banque, mais tu parlais enfin du dans pat. une banque. Enfin, en fait, je rebondis et j'insiste là-dessus parce que tu Mm. parlais. Il y a la science d'un côté qui te dit bah il serait peut-être temps d'agir ou pas. D'ailleurs, c'est les politiques, c'est aux politiques de le dire, mais qu'il fallait jouer un moment sur le pathos. Donc c'est pour ça que peut-être je me disais que ces gens-là, au moment, ils se disent ah oui, c'est pas terrible ce que je fais quand même. Donc Mm. je rebondissais un peu là-dessus, mais Tout à fait. Non, non, mais c'est exact. Après, oui. Enfin, à la fin, ils ont quand même fini au poste RSE d'une banque, donc c'est pas ah forcément. oui, il y a déjà, oui bon, on en reparlera peut-être pas là, mais ok, on est à peu près d'accord là-dessus. Mm. Euh, Et par contre, tu as mentionné un point qui est intéressant, c'est il y a pas mal de banques, et notamment il y a un PDG auquel je pense, qui souvent dit euh, oui, mais vous savez, vous nous prenez, Lucie, quand même, vous considérez on peut tout faire. Euh, c'est pas à nous de tout faire, nos pouvoirs sont limités, c'est au gouvernement d'agir. Et ça, c'est un argument qui ma naïveté à croire au pouvoir financier, peut-être. Mais l'argument selon lequel la banque serait prête à se plier aux décisions publiques, ça, c'est un truc qui me fait bondir parce que c'est pas nous qui déployons des efforts, enfin, on en déploie beaucoup, mais avec nos moyens qui sont ridicules, pour influencer les décisions publiques. Et aujourd'hui, toutes les banques françaises, par exemple, sont opposées à l'établissement d'une taxonomie sur les activités polluantes. hmm. Toutes les banques françaises sont très tristes que le nucléaire, voire le gaz, ne sont pas dans la taxonomie pour l'instant, parce que ça se trouve, ça va finir par y arriver. Et donc, c'est eux qui déploient des efforts considérables pour justement influencer
les décisions publiques. C'est eux qui ont tapé à la porte de Bercy après l'appellation, le discours de Bruno Le Maire en 2018 pour dire mais non, 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 on ne veut absolument pas être régulé, c'est pas une bonne idée de nous interdire d'arrêter de financer le charbon. Non pas parce qu'on ne veut pas arrêter de financer le charbon, mais c'est surtout un très mauvais précédent. Parce que ça voudrait dire que l'État français, qu'un gouvernement peut dire à des banques, vous arrêtez de financer un secteur d'activité. Le charbon, c'est pas très grave, mais par contre, on voit bien la suite. C'est que petit à petit, ça fait boule de neige sur plein d'autres activités. Donc, en vérité, ils sont très loin d'être des acteurs neutres qui ne font que se plier aux décisions des gouvernements. Ok. Et aujourd'hui, les acteurs financiers financent des entreprises qui sont en train de poursuivre en État les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé de sortir du charbon. Des entreprises ne sont pas contentes, donc les poursuivent en justice. Certains acteurs financiers n'ont absolument rien à dire à ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que tu es très confiante en la capacité de la régulation. Enfin, moi, c'était mon métier juste avant que je devienne Khmer vert sur Bon Pote. Mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une chance, et c'est là-dessus qu'il faut compter, pour faire un peu avancer les banques, sachant qu'aujourd'hui, là, typiquement, si une banque prend une amende, c'est peanuts. En tout cas, je parle de l'activité de trading. Elle prend une amende, c'est peanuts comparé au gain qu'elle fait. Si une banque là se fait aujourd'hui en AML, anti-money laundering, si elle prend une amende là-dedans, c'est peanuts comparé à ce que ça rapporte. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu trop confiant et quel autre levier tu vois? Moi, je suis pas très confiante, hein. Non, non, c'est faux, hein. D'ailleurs, la majorité de mon activité est liée à pousser des acteurs financiers à faire de l'autorégulation, tout en sachant que l'autorégulation ne va pas suffire. Nous, à Reclaim Finance, on a une stratégie on pousse sur tous les fronts, en fait. On est sur les banques centrales, on est sur l'autorégulation des acteurs financiers privés, on a engagé un travail sur la gestion passive, donc on va aller aussi parler aux acteurs cachés de la finance, les fournisseurs d'indices, tous ces gens-là. On va essayer de pousser partout parce que je crois pas plus, j'ai pas plus confiance au gouvernement, à la capacité des gouvernements à réguler qu'aux acteurs financiers à s'auto-réguler eux-mêmes. Donc l'idée, c'est plutôt d'agir là où on peut agir, sachant que tout ce qu'on peut gagner, bah, c'est moins d'émissions et donc c'est moins d'impact sur les populations. C'est qu'on peut pas se... Après, je sais que c'est un débat qui intéresse beaucoup les mouvements sociaux de se dire notre stratégie n'est pas la bonne, faut tout arrêter jusqu'au jour où on va trouver le truc. Mais en fait, non, on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir le truc sûr. Ou le grand soir, etc. Parce qu'en attendant, c'est des millions de gaz à effet de serre qui sont rejetés, qui, quoi qu'on trouve comme solution miracle dans X années, eh ben, ces émissions-là, ils auront un impact. Et on ne pourra pas annuler cet impact-là. Donc en fait, nous, on joue plutôt sur tous les tableaux pour faire en sorte au moins d'avoir le moindre impact possible sur les populations qui sont en première ligne et qui morflent dès maintenant. Ok. Je vois que le temps est passé hyper vite, mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais te poser encore 2 ou 3 questions. Les néobanques, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je vois qu'elles communiquent énormément là sur LinkedIn, pas trop sur les autres réseaux, mais sur LinkedIn, elles sont très actives. Donc, qu'est-ce que tu penses des néobanques? Est-ce que tu peux citer quelques noms et nous donner un peu un retour sur ce que tu en penses? Alors, les néobanques, il y en a notamment 3 que j'ai en tête. Helios, Gringot et Only One. Qui communiquent à fond sur le fait que c'est des banques éthiques, vertes. Alors après, il faut faire attention parce qu'elles ne communiquent pas de la même manière quand même. Pour totale transparence. Moi, je fais partie d'un petit groupe de personnes qui accompagnent Helios. Donc, on n'a pas de pouvoir de décision. Voilà, on se permet de leur faire des retours de temps en temps. Et pour l'instant, tant qu'on est d'accord globalement avec ce qu'ils font, on accepte de leur donner ces retours-là. Tout en sachant que, bien entendu, on est aussi une caution verte pour eux. Hein. On est affiché sur leur site, etc. Mais déjà, il y a un point... petite banque ne veut pas dire absence de greenwashing. Et prendre les gens pour des idiots. Il y a plein de petites banques, donc les 2 autres, qui vont communiquer. Si vous allez sur leur site, vous avez l'impression que ça y est, changez de banque, vous allez sauver le monde. Ce qui est totalement faux, bien entendu, pour plusieurs raisons, mais juste structurellement, même si leur business model était totalement parfait et que toutes leurs activités de financement étaient totalement vertes et éthiques,
Il y a un problème d'échelle. On a 9 ans pour tout changer, opérer des transformations sans précédent dans notre économie. À moins, tout le monde ne va pas changer de banque du jour au lendemain et on ne va pas construire un modèle économique alternatif d'un claquement de Est-ce que tu doigts. as l'ordre de grandeur des assets Je ne sais pas combien, alors il faudrait regarder même en termes de clients. Combien de clients, là, enfin, c'est même pas les... Helios est passé à 2000 clients, combien de clients Mais à même BNP c'est... Paribas? Et Ouais. après, au niveau asset, en effet, au niveau enfin voilà, Juste pour le rappeler, montant d'argent, c'est en gros, il y a 3 trilliards d'assets, donc 3000 milliards, et la nef arrive normalement là, cette année à 1 milliard. Et il faut savoir que ces banques, le temps qu'elles soient aussi grosses que la nef, on sera déjà à 2 degrés, hein, juste pour info. sachant que c'est des actifs, donc en plus, voilà, tous les services financiers qui représentent plus de 50% des services financiers des banques, en fait, ils sont pas dans ces trilliards-là. Donc, c'est encore plus Bien sûr, bien sûr. décuplé que ça. Donc, techniquement, en fait, il faut, on va dire, être exemplaire, être l'écolo parfait, etc. Et en effet, il y a un pouvoir de vote, un bulletin de vote dans le portefeuille, de la même manière que vous pouvez acheter tel produit alimentaire ou autre. Mais ça ne suffit absolument pas à changer le monde, absolument pas. Là, ça se joue au gouvernement français et dans les structures de l'économie, donc au niveau des multinationales. Maintenant, ceci étant dit, ça veut dire déjà que les banques qui vous vendent autre chose, elles vous mentent. Et les néobanques, pareil. Le deuxième point, c'est que certaines néobanques sont associées ou affiliées ou en tout cas connectées au réseau, aux grandes banques de marché. Only One, via son intermédiaire bancaire, va être connecté à Société Générale et Gringot à BNP Paribas. Donc à la fin, on peut quand même se demander, c'est pas très cohérent. Si vous revendiquez une image alternative, éthique, durable, pourquoi vous acceptez de vous associer au grand méchant loup? Donc ça, c'est un énorme problème. Et puis après, il y a une question aussi d'usage quand même de l'argent ou de valeur ajoutée que vous apportez. Si votre valeur ajoutée ne consiste qu'à planter des arbres, je ne dis pas que planter des arbres, c'est mal, mais là, on tombe en plein greenwashing. La question est qu'est-ce que vous faites de l'argent? Est-ce que l'argent, vous allez lui donner une utilité pour porter Bien des sûr. projets alternatifs qui ont un sens? Et donc là, il va falloir trouver des solutions. Moi, je suis convaincue que pour l'instant, Helios est sur la très bonne voie. Mais après, il y en a plein d'autres acteurs qui ne sont pas des néobanques, mais vous allez pouvoir aller à la nef à qui vous allez confier votre épargne sur des livrets à terme qui vont être ultra bien placés. Vous pouvez aussi aller sur la plateforme Lita pour trouver plein de projets, des startups, des organisations comme Énergie Partagée, où là, votre argent va soutenir le développement des énergies citoyennes renouvelables. Voilà, donc plein de projets qui ont du sens. Et alors là, on sort du côté épargne, on est vraiment dans le côté investissement avec potentiellement un risque derrière. Mais là, clairement, il y a du sens à ce que vous faites. Ok. Et si tu devais donner un nom là, si les gens qui ont un peu d'argent de côté ou un peu d'épargne, ils doivent se diriger vers quelle banque? Alors, pour le compte courant, il faut aller, moi je dirais aujourd'hui à Helios, forcément. Pour le Helios, et après, il y en a plein d'autres, hein. En vrai, il y a même des banques, j'oserais presque dire leur nom. Ici, il y a Crédit Coopératif qui est quand même pas mal. Il y a aussi, mine de rien, la Banque Postale qui est aussi, alors, pas forcément très bonne, loin de là, sur tout ce qui est asset management. Mais après, Et qui est déjà 5 fois moins pire que la SG et que BNP, non? 5 ou 6 fois moins pire? moi, je dirais même plus. Déjà, ils financent pas les multinationales. Donc voilà. Et puis après, même, ils ont un mandat qui fait que c'est quand même une banque intéressante aussi d'un point de vue social. Mais après, c'est sûr, donc il y a Helios. Après, pour l'épargne, il y a la nef. Et puis après, il y a toutes les possibilités d'investissement qui sont méga intéressantes. En gros, la leçon, c'est un truc qui plaît aux financiers. Il faut se diversifier. Oui, bien sûr. Il Voilà. faut mettre un peu, ouais. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça la fameuse phrase en Non, c'est finance. ça. Et puis, surtout, sachant qu'il y en a beaucoup qui vont rester coincés, en tout cas chez BNP et consorts, parce qu'ils auront pris un prêt immobilier, etc. Et c'est pas la fin du monde non plus.
Euh, De c'est pas très refinancer un grave. prêt, ou on peut aussi refinancer un prêt, si On possible. peut, voilà, mais c'est pas toujours aussi simple qu'on le dit. Après, c'est possible de le faire, mais dans tous les cas, voilà, si votre argent il est là-bas et que vous pouvez pas partir, enfin en tout cas votre compte courant, parce que vous pouvez toujours mettre de l'épargne ailleurs, eh bien, utilisez votre droit de regard et faites remonter les informations au plus haut niveau. Ouais, ouais, si vous pouvez, en fait, le message de Lucie, si, entre les lignes, il faut sortir de Société Générale et de BNP, quoi. Si vous avez la possibilité de le faire, ça reste du colibri, mais bon, il faut au moins Oh, mais le faire Crédit ça. Agricole aussi, hein, dans ces cas-là, faut pas faire de jaloux, hein. Ouais. Crédit Agricole, qui évidemment sont mes anciens collègues que je salue. Euh, Est-ce que tu connais ton empreinte carbone? Est-ce que tu parlais d'être le plus Aucune écolo idée. possible? Aucune Aucune idée, idée. vraiment? Aucune idée. Bon, je t'enverrai un simulateur, ça prend 5 minutes, hein, pour connaître ton empreinte Ouais. carbone. Je suis curieux, parce que ça me paraît difficile. Est-ce qu'on peut être, bon, activiste pour le climat, au moins chez Reclaim Finance, quand même, tu te bats Mhm. pour améliorer les choses. Je serais quand même surpris que tu aies une empreinte carbone démesurée, mais peut-être. Peut-être que tu es de bons conseils et que derrière tu prends l'avion à Dubaï le week-end et que. Moi, je sais pas. Hein, Mhm. Bon, je sais pas si. Surtout avec mon argent bien placé dans les paradis fiscaux. Non, je sais pas, ça doit pas être énorme. Est-ce que c'est possible qu'on ait un Mon scandale de ordi type consomme. Cahuzac avec Lucie Pinson et que tu aies de l'argent dans un compte en Suisse? Non, il y a peu de chances que Ouais, ça arrive, pour ça, quand même. l'instant, il y a peu de chance. Peu de chance. Je sais que tu n'as pas encore écrit de livre. Hmm. Est-ce que tu as évolué sur la question? Quand est-ce que tu vas nous sortir un livre? Déjà, tu as un lecteur et un acheteur même, en ma personne. C'est déjà une personne. Faut me donner des idées de. En fait, j'ai pas mal de gens qui voudraient que j'écrive des livres, qui m'ont contacté pour éditer. Mais je viens de monter une organisation. L'année dernière, on était zéro, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est 14 et bah, ça prend quand même un peu de temps. Donc, j'avoue, pour l'instant, j'ai pas réfléchi. C'est possible qu'il y en ait un bientôt, enfin bientôt, dans plusieurs mois, mais c'est aujourd'hui pas sur la table tout de suite. Ok. Et Reclaim Finance recrute? Alors, pas en ce moment, à part bientôt, je peux passer une annonce. Bien sûr, vas-y. Alors, on va certainement chercher quelqu'un pour nous aider à la communication, à l'administration, et moi, je vais chercher mon double pour être directeur de campagne. D'accord, ok. Bon, le message est passé. Il faut suivre de toute façon, Lucie, je mettrai en lien sous la vidéo au moins ton LinkedIn, Twitter, etc. Donc, bon, pas de livres, mais est-ce que tu as des livres à recommander sur le sujet? Est-ce qu'il y a vraiment des livres références On me demande souvent cette question, un jour, il faut que je cherche. Malheureusement, je n'en ai pas. J'en ai pas parce que souvent il y a des livres qui sont très macro, recettes magiques, qui sont bien, hein, mais qui portent pas vraiment sur la réalité, enfin nous ce qu'on fait, ou en tout cas la réalité ce qui fait bouger une institution. Et puis aussi, à part du coup, il y a peut-être les bouquins de fac sur la réalité de la finance, comment ça marche, mais du coup, c'est pas du tout politisé, donc c'est pas intéressant. Donc j'avoue que sur la finance et le climat, j'en ai pas trouvé à chaque fois qui me... Ok. Enfin, évidemment, tu as compris entre les lignes que s'il y en a pas, c'est qu'il faut le faire, Ouais, hein. ouais, voilà, peut-être. Bon, j'espère. On va arriver à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos éditrices et auditeurs? Bah, suivez Reclaim Finance, soutenez-nous. On peut soutenir Reclaim Finance. Comment c'est financé Reclaim Finance? Comment tu es payé? Alors, bah, puis moi je suis salarié et on est soutenu par des fondations de droit privé. Alors c'est sur notre site internet, hein, à Tout, qui tout est sommes-nous? public. Il y a pas Tout est de public. financement par Total ou de BNP. Non, non, non. Tout est public. Alors après, on a juste un an. Alors là, va falloir qu'on finalise notre rapport annuel où vous aurez le détail, ligne par ligne, tout ça, Hmm. les cartes de salaire, ce genre de choses. Mais bon, globalement, ouais, non, tout, quasiment tout est en ligne. Les noms des fondations, ECF, Growalt, il y a beaucoup de fondations américaines, allemandes, tutti quanti. Et puis Ok. par contre, vous pouvez aussi nous soutenir sur Hello Asso. Alors, on est en train de taper aux portes de l'administration française pour obtenir le statut d'intérêt général. Ça tarde. Mais voilà, il est possible de nous soutenir financièrement, ce qui est cool parce que c'est plus d'indépendance, forcément. Enfin, nous, on est toujours soutenus sur des projets
qu'on décide de nous-mêmes. Mais après, c'est sûr que des fois, par exemple, on a une campagne sur la déforestation, sur la biodiversité. Et ben ça, c'est soutenu par personne. Donc c'est notre temps bénévole, on va dire. Ok. Donc voilà, des fonds, de l'aide publique, enfin de dons particuliers, ça nous aide à faire ça. Et voilà. Bon, il y a 2-3 questions taquines un peu dans le chat. Mmh. Imaginons que tu reçoives un financement sans condition, c'est-à-dire que tu reçois un chèque de Mmh. BNP ou de Sogé. Est-ce que allez, 200 000 euros, est-ce que Reclaim Finance le prend? Non, bon, plus de 100 000 euros. Non, non, mais on prend pas. Non, non, on prend pas. On prend pas du tout les financements privés. On refuse les partenariats avec les grandes multinationales, qu'on accompagne quand même beaucoup hein, sur pas mal de trucs hein, en termes de consulting, etc. Mais avoir mot au chapitre ne veut pas dire qu'on valide le livre à la fin. Donc en fait, on n'accepte pas ce type de financement. On a des fois quand même, on se gratte la tête hein, sur certains financements. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas Récemment, on a refusé un financement d'une boîte, une fondation liée à une boîte énergétique. Parce que la boîte énergétique dit vendre de l'énergie renouvelable. Et en fait, on a eu plusieurs appels avec eux parce que justement, ça nous turlupinait et on s'est rendu compte qu'ils possédaient zéro actif. Donc en fait, ils ne produisent pas d'électricité, ils achètent de l'électricité au réseau, ils achètent des crédits verts qui collent sur l'électricité et le remettent dans le réseau. Et donc pour nous, ça, c'est une énorme stratégie de Oui, greenwashing bien et sûr. ça n'a absolument zéro utilité publique. Donc on a dit, voilà, c'est pas désastreux, mais en soi, on cautionne pas le modèle énergétique derrière, donc on a refusé le financement. Ok. Bon, merci beaucoup pour la transparence. Oui, je vous invite évidemment, je vois dans le chat, mais à suivre Lucie et son action. Je te le dis là publiquement, mais j'ai reçu beaucoup de messages en privé pour me dire non, mais trop de chance, tu reçois Lucie Pinson, félicite-la de ma part. Donc il y a des gens qui n'étaient pas là en direct, mais qui vont écouter dans les replays. Donc tu as un fan club dont je fais partie évidemment. Donc Super. voilà. Bon, merci beaucoup Lucie. À bientôt, bonne soirée et à la prochaine. Merci à toi. Ciao. Au revoir.